Aujourd'hui, nous entamons notre deuxième journée d'Officine Expo 2025, Village Innovation 2025. Officine Expo, le salon référence de la pharmacie sud-méditerranéenne, est articulé en 3 parties. Ici, à la salle ambassadeur, nous avons les tables rondes. Les conférences et les thématiques sont exposées dans les salles Karam et Fès. Et bien sûr, l'espace d'exposition dans tout le palais des congrès et l'espace où les exposants représentent les différentes activités du secteur de la santé, présentent leur expertise, produits et solutions. Et surtout, n'hésitez pas à visiter le niveau +1, l'espace Koutoubia, où se tient Village Innovation, 4e édition, dans une dimension futuriste à travers une expérience guidée simulant la pharmacie 4.0 qui met en œuvre les dernières avancées de la e-health et de la technologie médicale. Nous clôturons notre salon ici, Inch'Allah, aujourd'hui à 18 h, avec l'incroyable événement Pharmacien incroyable talent. Nous espérons que vous profiterez pleinement de cette expérience, que vous ferez de nouvelles rencontres fructueuses et que vous repartirez avec des perspectives et des idées nouvelles pour nourrir vos projets futurs. Tout de suite, nous allons aborder une table ronde qui est sous le soutien des laboratoires Tradiphar. Il s'agira d'une conférence qui explore les mécanismes impliqués dans les perturbations de l'axe cerveau-intestin-peau et les stratégies de la micronutrition pour prévenir et traiter les déséquilibres. J'ai l'immense honneur, le grand plaisir de céder la parole à mon professeur, le docteur Didier Chose, avec eux, oui, qu'on applaudit très fort. Le docteur Didier Chose est le professeur avec lequel j'ai eu l'immense plaisir de suivre une formation pour l'obtention en 2023 du diplôme universitaire de micronutrition à l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé, en partenariat avec l'IEDM, l'Institut européen des sciences et de la santé. Dr Didier Chose est le président fondateur de l'Institut européen de diététique et de micronutrition. Il est aussi directeur pédagogique des diplômes universitaires en micronutrition et également auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine. Je vous passe la parole, professeur. Alors, je tiens à remercier Officine Expo. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'honneur de venir ici, et c'est toujours avec un très grand plaisir que je peux échanger avec les professionnels de la pharmacie, dont on sait qu'ils jouent un très grand rôle au niveau non seulement de la distribution, mais également des conseils, de tout ce qui concerne, bien sûr, la micronutrition, et dont les probiotiques et l'écosystème intestinal font partie. Alors, je remercie également le laboratoire Tradipharm du Maroc d'avoir pris la responsabilité de pouvoir distribuer les solutions santé du groupe Pilège, auquel nous avons participé dans l'élaboration depuis une trentaine d'années en France, qui est devenu le leader en France incontesté de la micronutrition et avec lequel j'ai eu la possibilité de construire, grâce aux équipes scientifiques,
aux équipes pédagogiques d'élaborer des formations qui se sont soldées par des formations de l'IEDM. l'IEDM, ça fait déjà 25 ans que nous faisons des formations à l'IEDM. Nous avons également, et effectivement, grâce aux rencontres qu'on a fait à Officine Expo, développé un diplôme universitaire à Casablanca, diplôme universitaire d'alimentation, santé et micronutrition depuis 2016. Et puis, on a également, dans le même temps, développé à Strasbourg un diplôme universitaire avec la faculté de pharmacie. Alors, pour ouvrir cette conférence sur un nouveau triptyque qui pointe dans les publications les plus récentes, j'ai été tout à fait étonné, mes chers amis du Maroc, par une publication très récente qui démontrait que jusqu'à maintenant, on pensait que le cancer était une maladie qui était largement dépendante du vieillissement. Or, c'est le professeur Fabrice Barlési qui, dans une récente communication à l'Institut Gustave Roussy, alerte de manière très très violente les institutions sur une progression extrêmement dangereuse des cancers précoces, c'est-à-dire chez les personnes avant 50 ans. Et il parle aujourd'hui, cette progression extrêmement dangereuse, il parle de tsunami auquel il faudra dès aujourd'hui se préparer. Alors, entre 1990 et 2019, c'est la mortalité des cancers à début précoce ont augmenté de presque 30%. Et l'incidence mondiale a augmenté de 79%. C'est les derniers chiffres qui viennent de sortir sur cette donnée-là. Et là, aujourd'hui, outre les facteurs qu'on a l'habitude de mettre en avant, comme le tabac, l'alcool, l'alimentation ultra-transformée, la pollution et également la sédentarité sont pointés du doigt comme des éléments sur lesquels il faut travailler dans les sociétés occidentales. Alors, sur le plan environnemental, ce que les spécialistes appellent la perte catastrophique de la biodiversité. Vous savez que ces derniers siècles, il y a plus de 50% des espèces animales qui ont disparu. Eh bien, cette perte de la biodiversité, dont la population n'a pas forcément conscience, parce que sur le plan pédagogique, ce n'est pas forcément facile à être expliqué, eh bien, est considérée comme l'élément central de l'évolution inquiétante de la santé dans les populations occidentales. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la perte de biodiversité dans nos microbiotes. Et bien évidemment que cette perte de biodiversité a été constatée depuis une vingtaine d'années dans tous les travaux sur le microbiote intestinal. Depuis une dizaine d'années, on a bien établi toutes les voies de communication qui concernent l'axe intestin-cerveau, mais de manière beaucoup plus récente. Aujourd'hui, sur le microbiote cutané, il y a à peu près 10% des publications par rapport aux publications du microbiote intestinal. Eh bien, aujourd'hui, le microbiote cutané est un élément qui est à prendre en compte pour les spécialistes autant que le microbiote intestinal sur la perturbation qui amène à l'évolution des chiffres sur les maladies chroniques. Alors, bien entendu, toutes ces données qui sont extrêmement récentes pointent du doigt le fait que aujourd'hui
l'arrivée de la révolution des microbiotes nous a fait voir la médecine sous un autre angle, et que le microbiote intestinal, on savait que c'était une perturbation au sein d'un écosystème intestinal qui pouvait être perturbé. Tous les liens entre le microbiote intestinal et l'ensemble des fonctions ont déjà été dessinés par tous les travaux qui portent là-dessus. Mais maintenant, le mode de fonctionnement en triptyque, c'est quelque chose qui devient extrêmement intéressant. Et pour vous le démontrer, j'ai proposé à ce qu'on puisse travailler en 3 temps. Premièrement, vous parlez du microbiote cutané pour ce que l'on en sait aujourd'hui. Donc nous allons aborder le microbiote cutané. Nous allons aborder ce qui nous laisse à penser qu'il y a un véritable axe qui concerne le cerveau associé au microbiote intestinal et au microbiote cutané. Et ensuite, aujourd'hui, et en pratique, on a des solutions. Il y a des problèmes extrêmement simples à soulager en micronutrition et en solutions microbiotiques. Il y a des problèmes cutanés dont on connaît l'incidence sur l'importance du microbiote. Et puis, il y a des perturbations plus complexes dans lesquelles on a l'habitude de prendre les choses de manière beaucoup plus systémique, entre le microbiote, le cerveau, les problèmes métaboliques. Et aujourd'hui, il est évident que la peau va nous servir également de solution thérapeutique au sein de ces pathologies, de ces perturbations fonctionnelles complexes et qui mènent à des pathologies chroniques. Donc on va regarder un petit peu ce que l'on sait sur le microbiote cutané. Et aujourd'hui, on sait que le microbiote cutané, c'est... quand on parle de microbiote cutané, on est plus dans une terminologie qui parle du microbiome. Donc ce microbiome, il est effectivement beaucoup plus utilisé dans le microbiote cutané et quand on parle de microbiome, on fait plutôt référence au matériel génétique des bactéries qu'au comptage de ces bactéries. Donc aujourd'hui, ce sont les techniques de séquençage à haut débit qui ont permis de pouvoir en connaître beaucoup plus, déjà sur le microbiote intestinal, mais sur l'ensemble des microbiotes. Donc ce microbiote cutané, il a des particularités, il a des espèces dominantes qui varient selon les zones d'abord. On n'a pas le même microbiote cutané sur les zones sèches, sur les zones humides, sur les zones qui sont porteuses de glandes sébacées. Il y a 4 grands phyla qui les occupent, les actinobactéries, les firmicutes, les protéos et les bactéroïdètes. Alors, bien sûr, toutes ces bactéries, toutes ces populations, c'est comme dans le microbiote intestinal, elles interagissent entre elles et aussi avec l'hôte. Et surtout, elles mettent une pression sur les bactéries opportunistes qui ne doivent pas être en quantité suffisante pour poser un problème. Alors ces bactéries opportunistes, elles sont intéressantes aussi parce qu'elles vont mettre une pression et notamment elles sont capables de provoquer ce qu'on appelle l'inflammation physiologique, c'est-à-dire de produire des petits peptides antimicrobiens au long cours. Alors quand on regarde effectivement le microbiote, vous voyez qu'il peut aller très profondément dans le derme, puisque vous avez des localisations qui sont sur la peau, les glandes sudoripares, les follicules pilosébacés. Et puis, on a des germes qui sont permanents sur la peau,
qui sont des germes qu'on appelle commensaux, et puis des grammes positifs qui sont relativement peu pathogènes. Ce sont certaines familles de staphylocoques. Et puis une flore transitoire avec quelques champignons, quelques virus. Des germes saprophytes pour la plupart. Et puis des bactéries pathogènes opportunistes, et en particulier le staphylocoque doré. Alors, quels sont les différents facteurs qui influencent la composition du microbiote cutané? Il y a tous les facteurs que l'on retrouve dans les facteurs influençant l'ensemble des microbiotes, mais il y a quelque chose de particulier pour la peau, c'est toute la consommation des cosmétiques. Et aujourd'hui, il est évident que quand on regarde ce qu'il y a dans les cosmétiques, il y a du ménage à faire, et aujourd'hui, beaucoup de grandes marques de cosmétiques commencent à regarder les formules parce qu'il y a des substances dans la plupart des cosmétiques qui posent problème. Les savons aussi sont parfois à un pH beaucoup trop élevé. Et un des facteurs les plus importants sur le maintien d'un microbiote cutané en bonne santé, c'est le pH pour arriver à permettre une balance équilibrée au niveau du microbiome. Ça veut dire que si vous n'avez pas un pH autour de 5, si c'est au-dessus de 5, vous aurez une destruction de certaines bactéries, de certaines espèces bactériennes, qui ne vont pas se satisfaire d'un tel pH. Le rôle du microbiote cutané, c'est un effet, comme toutes les muqueuses, c'est un effet barrière, bien sûr. Le microbiote sain va occuper des récepteurs de manière à ne pas laisser la place aux bactéries pathogènes. Et puis, comme dans l'écosystème intestinal, il va jouer un très grand rôle sur la formation et la maturation du système immunitaire cutané. Dans la baisse de biodiversité au niveau cutané, il y a une espèce qui va trouver la place, c'est le staphylocoque doré. Eh bien, le staphylocoque doré, une fois qu'il prend une place trop importante, ça va altérer la barrière cutanée, provoquer une inflammation et auto-entretenir la problématique au niveau de la peau, et bien sûr entraîner directement un certain nombre de pathologies, en particulier chez les personnes qui génétiquement ont un terrain atopique. Donc il y a à peu près 5% des sujets sains qui sont porteurs de staphylocoque doré, 50% des sujets avec peau atopique saine. Par contre, 90% ont du staphylocoque doré quand ils ont une dermatite atopique avec des poussées de dermatite. Regardons maintenant comment fonctionne le microbiote cutané avec l'intestin et avec le cerveau. J'aime beaucoup ce schéma qu'il faut toujours avoir en mémoire et qui nous explique que maintenant, depuis 2003, nous avons compris que nous sommes tous des holobiontes. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, c'est un mot qui va être du domaine public comme est devenu celui du microbiote. Holobionte, ça s'écrit H-O-L-O-B-I-O-N-T-E. Nous sommes des holobiontes, ça veut dire que 50% de nos cellules sont des cellules humaines, alors que le reste, ce sont les bactéries qui nous habitent. Donc nous sommes des holobiontes, ce qui fait que nos bactéries, en nous, sont capables d'intervenir, comme vous le voyez sur ce schéma, sur l'ensemble des systèmes,
On voit le système digestif, le système circulatoire, le système immunitaire, le système neuro-endocrinien, et aujourd'hui de plus en plus, les autres systèmes, comme le système musculo-squelettique, le système cutané, le système adipeux. Il faut savoir aujourd'hui que la recherche dans les microbiotes est allée rechercher un microbiote spécifique des adipocytes. C'est-à-dire que dans le tissu adipeux, nous avons également un microbiote. Et comme par hasard, le microbiote des adipocytes, des gens qui développent les prédiabètes et les diabètes, ce sont des microbiotes qui sont plutôt à tendance inflammatoire. Donc on le sait maintenant. Et de la même manière, on étudie le microbiote des tumeurs cancéreuses. Et là aussi, les tumeurs cancéreuses qui disposent d'un microbiote déséquilibré plutôt en faveur d'un microbiote pro-inflammatoire, ce sont des tumeurs qui ont tendance à évoluer de manière beaucoup plus défavorable. Donc ce schéma est très très important. On a évidemment beaucoup travaillé dans les publications sur la partie axe intestin-cerveau. Et aujourd'hui, pratiquement 4 grandes voies de communication ont été dessinées entre la voie sanguine, la voie immunitaire, la voie endocrinienne, au-delà de cette fameuse voie nerveuse dont on a parlé dès le départ. Dès le début des années 90, on commençait à parler de la particularité du système nerveux entérique, qui effectivement avait 9 faisceaux ascendants de l'intestin jusqu'au cerveau pour un faisceau descendant, et que la notion d'affection digestive d'origine psychosomatique devait être complétée par la notion de perturbation somatopsychique. Donc c'était le début des éléments scientifiques qui ont permis d'établir l'importance de l'axe intestin-cerveau. Mais aujourd'hui, on sait que, comme on dit de manière triviale, entre l'intestin et le cerveau, ça papote en permanence. Ça discute sans arrêt. Et ça discute beaucoup par le biais des bactéries. Donc les bactéries parlent à l'oreille de notre cerveau. Et quand vous avez des difficultés à faire changer l'alimentation de vos patients ou de vos patientes, n'oubliez pas que le microbiote qui a été constitué par un régime McDo pendant 20 ans, il demande à son cerveau de lui fournir un Big Mac tous les soirs. Et quand on lui dit, ben non, moi je vais te faire manger méditerranéen parce que c'est bon pour la santé, bah, les espèces McDo, elles disent, non, attends, moi c'est le Big Mac que j'attends. Et donc, c'est compliqué, et ne soyez pas étonnés que ce soit aussi compliqué de faire changer des habitudes, et qu'au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, quand les gens ont des difficultés de maintenir les habitudes d'alimentation saine, c'est pas étonnant, et il faut expliquer ça. Il faut l'expliquer que les bactéries, à partir du moment où elles ont été éduquées avec un équilibre qui est plutôt en faveur d'un type alimentaire, eh bien, ça met un certain temps à se réhabituer à un autre type alimentaire. Et donc ça, c'est quelque chose de très important au niveau pédagogique. Alors, toutes les relations entre l'intestin et le cerveau ont été déclinées, et il est évident que le stress va jouer un très très grand rôle sur les perturbations descendantes entre le cerveau et l'intestin, et sur les perturbations ascendantes. Et qu'à partir du moment où le système nerveux central est déséquilibré, que le système nerveux autonome est lui-même déséquilibré, toutes les perturbations fonctionnelles qui se passent entre les deux doivent être corrigées, et que quand vous avez une dysbiose qui se maintient avec des troubles fonctionnels digestifs, si on ne s'occupe jamais du stress et de la gestion de ce stress et de la possibilité de calmer ce stress, on y arrive difficilement. Donc il y a un élément qui
est rarement évoquée, c'est la parfaite cohabitation de notre intestin avec le foie. Pourtant, on le sait tous. On connaît bien dans les métabolismes qui unissent les activités entre l'intestin et le foie ce fameux cycle entéro-hépatique. On le sait. Eh bien, c'est permanent. C'est permanent. Ça veut dire que le foie, comme vous le savez, est entre autres un organe extrêmement important sur la fabrication d'un certain nombre de nutriments essentiels, sur la détoxication, sur la fonction immunitaire. Eh bien, il est en permanence en collaboration avec l'écosystème intestinal, son système immunitaire, son microbiote, pour pouvoir s'adapter aux possibilités en fonction des perturbations que l'organisme subit. Ça, c'est très intéressant. Et puis, évidemment, le stress et les perturbations au niveau de la peau, c'est un travail qui a été fait et qui est parfaitement connu par les dermatologues. Mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire que le stress, effectivement, on peut dire que la peau, comme on dit, ça serait le reflet de l'âme. Hein. La peau, c'est le reflet de l'âme aussi. C'est pas que le reflet du digestif, c'est le reflet de l'âme. Et donc, à partir du moment où la peau est perturbée et qu'on perçoit un terrain qui est plus ou moins anxieux, plus ou moins déprimé, plus ou moins stressé, même si ça ne veut pas dire grand-chose, eh bien, il est évident qu'il y a un certain nombre de fonctions et de mécanismes qui rentrent en jeu, qui expliquent pourquoi. Et là, vous avez un certain nombre d'éléments, puisque ça passe par le niveau neuroendocrinien, ça passe par le niveau neuro-immunologique, ça passe par le niveau inflammatoire, mais toutes ces relations entre la peau et le stress sont parfaitement décodées. Alors on a pu observer, et les spécialistes montrent qu'il y a une véritable explosion depuis ces 30 dernières années de tout ce qui est maladie allergique et maladie auto-immune. C'est une véritable explosion. Et curieusement, les immunologistes un petit peu éduqués, on va dire, ont pu constater qu'il y avait, en même temps que la maîtrise des épidémies infectieuses, une augmentation des pathologies allergiques et auto-immunes. Mais le Covid est passé par là, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a entendu des discours pendant cette période du Covid où des grands spécialistes étaient revenus au début du XXe siècle. On parlait comme si c'était l'histoire de Pasteur et de Bécham. Hein. C'est-à-dire, c'est le microbe qui fait tout ou c'est le terrain qui fait tout. Comme s'il y avait... si aujourd'hui, ce problème n'était pas résolu. Il est évident que le microbe, et surtout pendant cette période du Covid, le microbe du Covid, il était inconnu de l'être humain. Et c'est pour ça qu'il s'est développé à vitesse grand V et qu'il s'est développé de manière pandémique. Il était inconnu, donc il se développe. Mais en même temps, notre immunité est capable de reconnaître et est capable de recevoir une nouvelle information virale. On est tous des virus. Au sein de toutes nos cellules, il y a probablement une petite vésicule qu'on appelle la mitochondrie, qui nous sert à fabriquer notre énergie quotidienne, qui est probablement une séquelle d'un virus qui se serait introduit en nous. Donc, quelque part, le terrain sur lequel se développe un nouveau virus est aussi important que le virus lui-même.
Moi, je suis encore très étonné 5 ans après de savoir qu'on ne s'est pas posé, enfin les grands spécialistes ne se posent pas la question de savoir pourquoi un même virus peut tuer en réanimation une personne et en même temps déclencher une forme dite asymptomatique. C'est curieux, parce qu'une forme asymptomatique, n'importe quel virus qui rentre dans l'organisme déclenche un syndrome grippal. Hein. N'importe quel virus. Eh bien, il est probable que les gens positifs au Covid qui déclenchaient des formes asymptomatiques, le virus ne rentrait pas, ou très peu. Et on le trouvait dans le fond du trou de nez. Or, des travaux très importants ont été faits pour démontrer que la nature du microbiote du nasopharynx permettait au virus de rentrer ou de ne pas rentrer. C'est démontré, ça. Eh bien, ces données-là, qui étaient très intéressantes, en tout cas informatives, on ne les a pas fait. Pendant ce temps, nous, on a donné des probiotiques, on a même mis les probiotiques dans le nez, on a donné du zinc, de la vitamine D, plein de plantes qui pouvaient être bien, et on a supporté l'ensemble de nos microbiotes pendant cette période. Et on continue à le faire parce qu'il y a des gens qui ont été un peu abandonnés à l'époque et qui ont fait ce qu'on appelle les Covid longs, et on continue à s'en occuper. Donc je disais, les maladies allergiques ont poussé de manière exponentielle pendant que les maladies infectieuses avaient tendance, sur une longue période, à diminuer. Alors là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi ? Parce que depuis maintenant 10 ans, il y a une recherche très approfondie sur l'importance du microbiote cutané. Eh bien, qu'est-ce qui se dit dans la petite publication que vous voyez qui a été faite en fin 2023 ? Je vous lis le titre de cette publication. « La perte catastrophique de biodiversité dans l'environnement se reproduit sur le microbiote cutané. Est-ce un facteur majeur de l'épidémie des maladies chroniques ?» Ça veut dire que dans l'article, il y a toute une démonstration, publication à l'appui, sur le fait que ce qu'on dit du microbiote intestinal est vrai aussi pour le microbiote cutané. Et qu'un microbiote intestinal va perturber, en dysbiose, va rendre le microbiote cutané en dysbiose, et qu'un microbiote cutané en dysbiose rend un microbiote intestinal en dysbiose. Ça, on ne le savait pas. Et là, on a toutes les données pour faire qu'on est vraiment au sein d'un axe intestin-peau, sous-tendu, évidemment, par ce cerveau qui agit sur les deux, pour montrer que la notion de triptyque est très importante. Alors, comment ils font pour démontrer ça ? Là, vous avez, par exemple, comment ont évolué les microbiotes intestinaux chez des populations par rapport à des populations qui restent encore dans des vies primitives, à peu près 50% de biodiversité en moins. 50% de chute. Au niveau des populations qu'on va rechercher, notamment il y a une population qui est étudiée par les gens qui viennent avec l'étude des microbiotes, ils vont voir la tribu des Hadza, c'est en Tanzanie, et ils vont prélever les microbiotes des Hadza. Eh bien, par rapport aux fermiers américains de Californie qui sont en très bonne santé, il y a 62% d'espèces bactériennes en moins chez le Californien. Et au niveau cutané, eh bien pareil, quand on regarde la population des gens en bonne santé aux USA, par rapport à des communautés qui vivent
dans des communautés primitives, il y a 30% de biodiversité en moins. Et par contre, si vous avez des populations américaines qui ont déjà des problèmes cutanés, ça monte jusqu'à 84% de biodiversité en moins. Donc ces chiffres, c'est complètement étonnant. On ne les connaissait pas jusqu'à maintenant. Et ça explique pourquoi aujourd'hui on va accorder de plus en plus d'importance à la santé cutanée. Je me souviens, il y a 25 ans, quand on faisait des conférences auprès de nos amis gastroentérologues, on leur disait « mais demain, vous aurez une spécialité qui concernera l'ensemble de la médecine ». Et on leur disait ça. Alors ils nous disaient « nous, on fait les maladies inflammatoires du tube digestif, les maladies de Crohn, tout ça, mais on ne voit pas en quoi ça nous concerne ». Aujourd'hui, les gastroentérologues, la moitié des communications au Congrès international à Paris de gastroentérologie portent sur le microbiote. La moitié. Et demain, au niveau des congrès de dermatologie, demain, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, mais de la même manière, on va parler des problèmes de microbiote cutané, et ça va être mis en lien avec l'explosion des maladies chroniques, comme on l'a fait avec le microbiote intestinal. Alors les principales causes, on retrouve effectivement toutes les causes que l'on trouve dans la perte de biodiversité de l'ensemble des microbiotes, mais vous voyez, aujourd'hui, on insiste beaucoup sur, premièrement, la façon dont on traite la peau, et notamment les cosmétiques. Donc je vous disais dès le départ, il va y avoir pas mal de réglages à faire dans l'industrie de la cosmétologie. Et deuxièmement, ça c'est vrai également pour l'ensemble des microbiotes, l'utilisation abusive des antibiothérapies, en particulier précoces, c'est vraiment un élément qui sort de toutes les études. Alors, quelles sont les conséquences de cette perte de biodiversité? Eh bien, évidemment, comme pour les problèmes intestinaux, la barrière cutanée va montrer une hyperperméabilité, et donc tous les éléments polluants que vous amenez par les savonnages, par les cosmétiques, vont rentrer d'autant plus que vous aurez une augmentation de la perméabilité cutanée. L'inflammation chronique, la dysrégulation immunitaire, la sensibilisation allergique, les problèmes liés au soleil, et puis l'ensemble des problèmes de santé de l'organisme, aujourd'hui, sont considérés comme des conséquences de la perte de biodiversité cutanée. Alors là, c'est un schéma où on ne voit pas grand-chose, mais c'est très intéressant quand on le regarde de très près, parce que vous avez l'ensemble des pathologies qui sont en lien avec une perte de biodiversité cutanée. Et en fait, chaque spécialité s'intéresse à son petit bout de spécialité et étudie la biodiversité cutanée. Eh bien, il y a des liens partout. C'est-à-dire, on se retrouve 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, au même constat que l'on faisait avec le microbiote intestinal. Je vous le rappelle, aujourd'hui, il y a 10 fois moins de publications sur le microbiote cutané que sur le microbiote intestinal. Ça a commencé bien avant avec le microbiote intestinal. Il est à parier que dans les années qui viennent, on aura les mêmes constats. Alors, les relations entre le microbiote intestinal et le microbiote cutané, ils ne sont pas uniquement entre le microbiote intestinal et le microbiote cutané comme on le pensait. Et je pense que ça, c'est une information majeure. Aujourd'hui, il est démontré qu'une perturbation du microbiote cutané va engendrer une perturbation du microbiote intestinal. Et là, on rentre dans une boucle. On rentre dans une boucle, que ça passe par le digestif
ou que ça passe par la peau. Il faut savoir que ce sont les 2 microbiotes les plus importants, hein. Il y a 10 puissance 14 bactéries dans l'intestin, il y a 10 puissance 12, 100 fois moins quand même, sur la peau, c'est normal, parce que c'est à l'air, hein. Mais c'est la première barrière, hein. La peau est la première barrière, et on sait que l'intestin, c'est la deuxième barrière. Ça, c'est un élément très très important. Ce schéma n'est pas très très parlant, mais en fait, il met en avant que la barrière cutanée, comme la barrière intestinale, vont être agressées, que ce soit par un début au niveau intestinal, que ce soit par un début cutané, et que ça va donner les mêmes problèmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde qui s'intéresse au microbiote, à la micronutrition, parlait du lucky gut. On parle tout le temps de lucky gut. Eh bien, on va passer du lucky gut au lucky skin. Donc ça, c'est vraiment une information majeure sur la façon dont on va aborder les choses dans un très très proche avenir. Alors évidemment, ce qui est bon pour l'intestin est bon également pour la peau. On a sur la partie de gauche tout ce qui agresse la muqueuse et vous avez un certain nombre de solutions qui sont censées protéger la dysbiose, la perméabilité et la santé immunitaire au niveau de nos barrières. Donc, c'est l'occasion, et je suis content de le faire au Maroc, parce que c'est souvent ici qu'on amène des concepts un petit peu plus nouveaux, mais nous ne doutons pas que ce concept, c'est dans les 2-3 ans qui arrivent, un concept qui va être extrêmement important et mis en avant. C'est-à-dire que nous sommes, notre santé générale est sous l'influence, on le savait, de l'intestin et du cerveau, mais maintenant on sait qu'il y a un troisième acteur, un troisième influenceur qui est la peau. On va pouvoir passer aux différentes situation de conseil, parce que quand on regarde un petit peu l'importance de ces éléments, eh bien, en pratique, qu'est-ce que ça va nous changer et quelles seront les solutions en micronutrition par rapport aux situations des plus simples aux plus complexes. En fait, il y a 3 situations de conseil pour la peau. Ça va être des situations où on a une vision de perturbation qui ne soit pas une véritable pathologie de la peau. Ce n'est pas de l'allergie, ce n'est pas de la dermatite, ce n'est pas de l'eczéma, ce n'est pas du psoriasis. Mais par contre, on a des problèmes de peau, que ce soit de la sécheresse, que ce soit des... Donc, on va avoir des problèmes que l'on a habituellement, on appelle dermo-esthétiques. Mais entre la dermoesthétique et la dermatologie, finalement, les frontières sont beaucoup plus étroites qu'on ne pense. Et finalement, d'un problème de dermoesthétique, peut-être qu'il faut regarder derrière s'il n'y a pas un problème dermatologique. Et là, il y a effectivement les problèmes d'eczéma atopique, le problème de psoriasis et évidemment les problèmes d'acné. Alors je ne vous dis pas tous les travaux qui portent sur l'acné et la biodiversité du microbiote cutané. C'est évident que ça joue un rôle très important, auto-entretenu, on le sait, par une perturbation du microbiote intestinal et auto-entretenu par le stress. Et puis le troisième, c'est dans les consultations de micronutrition avancée, ceux qui ont l'habitude de faire de la médecine fonctionnelle, nutritionnelle, des consultations de biologie de micronutrition, on est confronté quand même à des sujets qui ont des dysfonctions qu'on appelle complexes. Alors il y a 2 situations. Soit il y a une situation complexe parce qu'il y a déjà une pathologie, il y a une pathologie et puis des troubles fonctionnels associés, ou soit il n'y a pas encore de pathologie,
et vous êtes dans ce que nous appelons les états intermédiaires de santé, qui ne sont pas encore des pathologies déclarées, mais nous sommes devant des situations où il y a un certain nombre de perturbations cliniques, et si on va les chercher, des perturbations biologiques. Et ça, c'est toute la partie des savoir-faire maintenant, des consultations de micronutrition, d'état intermédiaire de santé, des consultations de biologie et de micronutrition, qui nous permettent de faire face à ce type de situation. Elles peuvent être uniquement fonctionnelles, et notamment certaines sont connues, c'est les fibromyalgies, c'est les syndromes de fatigue chronique, c'est les résistances à l'amaigrissement. On en connaît certains. Et puis, des gens qui ont développé déjà une pathologie. Je vois la prise en charge aujourd'hui des gens qui sont diabétiques. Et on travaille beaucoup avec le service d'endocrinologie à Casa et en Tunisie, à Sousse. Et les professeurs de diabéto-endocrinologie nous disent, mais il faut absolument faire ce que vous faites en plus de nos traitements. Parce qu'aujourd'hui, on traite le diabète comme s'il s'agissait de faire descendre le sucre. Mais pour faire un diabète, il faut avoir fait un syndrome métabolique, il faut avoir fait une insulinorésistance, il faut avoir fait éventuellement des problèmes de dysbiose. Et si on ne les regarde pas, on va faire baisser le sucre, mais on va continuer à aggraver la situation pathologique. Donc c'est toutes ces situations qui font partie du 3. Alors dans les différentes situations de conseil, moi je suis très content que petit à petit, et je remercie beaucoup Tradiphar d'avoir pu intégrer un certain nombre de solutions santé auxquelles nous avons beaucoup de résultats positifs depuis des années et des années en France. Et on a la possibilité aujourd'hui d'avoir une gamme de produits qui tiennent tout à fait la route. Et je suis persuadé que Tradiphar va encore compléter les solutions existantes et qu'on va pouvoir disposer de plus en plus de toutes les solutions santé dont on dispose en métropole. Je vois par exemple les gens qui ont des problèmes de vieillissement cutané. On retrouve beaucoup des gens qui ont une alimentation pauvre sur le plan micronutritionnel. Ce sont des gens qui mangent peu de fruits et de légumes. Ce sont des gens qui sont, lorsque on a la possibilité de faire des études biologiques de déficit micronutritionnel, qui sont véritablement en déficience. Donc nous avons un produit qui est un généraliste, qui s'appelle le Multibiane, et qui est tout à fait adapté à cette situation. Par contre, lorsqu'on a des problèmes qui sont plus sur les cheveux, sur les ongles, nous avons une solution santé qu'on a développée déjà il y a une vingtaine d'années et qui donne une satisfaction évidente là-dedans. Ça s'appelle le Dermobiane cheveux et ongles. N'oubliez pas également que tous les problèmes de peau, de cheveux, des fanères et tout ça peuvent être la résultante d'un déficit martial. C'est très fréquent. Vous savez que les études ont montré en France qu'il y avait à peu près 24%, c'est-à-dire un quart de la population qui n'avait plus, chez les femmes, qui n'avait plus aucune réserve en fer. Plus aucune. Ça veut dire que le statut satisfaisant en fer de toutes les femmes, c'est moins de 60%. Le statut n'est pas bon pour 60%. Et évidemment, le fer, s'il y a une carence en fer, vous aurez toujours des difficultés à traiter la peau, les cheveux et les ongles. Ça, c'est la première situation. Ensuite, dans les situations de conseil, il y a évidemment la dermatite atopique. Alors, dermatite atopique, ça intéresse bien sûr le bébé. C'est-à-dire qu'il y a 50% des problèmes de dermatose qui surviennent avant l'âge de 6 mois et 90% avant l'âge de 2 ans. Donc, plus on peut s'en occuper tôt, plus
on pourra avoir des résultats à terme. Donc n'hésitez pas à traiter avec les produits qui conviennent les dermatites atopiques des bébés. Il faut savoir, et là ça va tout à fait dans le sens des travaux sur le microbiote cutané et le microbiote intestinal, que plus de 60% des enfants qui présentent une dermatite atopique sévère ont une sensibilisation alimentaire. Alors quand on compare les gens qui font des intolérances alimentaires, vous savez que c'est extrêmement fréquent chez l'adulte, et qu'on interroge les gens sur le fait, est-ce qu'ils ont eu effectivement des signes, tout ça. La dermatite atopique chez le nourrisson, c'est une perturbation de l'installation de l'immunité chez le bébé. Il y a un besoin de corriger l'immunité qui a souvent été, comme on dit, une connotation d'immunité de type TH2, c'est-à-dire très tolérante pendant la grossesse. On a une immunité de tolérance. Et puis dès que l'individu naît, enfin le bébé naît, eh bien, il va y avoir un passage assez rapide d'une immunité de tolérance à une immunité d'agression. C'est-à-dire qu'on passe du TH2 au TH1. Eh bien, quand ça ne se passe pas bien, et ça peut être parce qu'il y a un accouchement qui n'a pas été par voie basse, un accouchement par césarienne, lorsqu'il y a une alimentation qui n'est pas satisfaisante pendant les premiers jours, les premières semaines, on peut effectivement, surtout s'il y a un terrain génétique qu'on dit des terrains génétiques atopiques. Donc ça, c'est un élément très important, et vous allez avoir effectivement une évolution qui va évoluer par poussée et période de calme. En France, c'est presque 3 millions qui sont touchés. Là, il y a des chiffres officiels qui courent, mais c'est extrêmement fréquent. Alors, comment ça se manifeste? Par les symptômes qui sont bien connus, avec les macules érythémateuses, les papules, évidemment le prurite, et puis la sécheresse cutanée. La qualité de vie est très, très perturbée, avec une irritabilité, des troubles du sommeil, des douleurs, des coliques, perturbations dans la vie courante. Et qu'est-ce qu'on trouve? Une augmentation de la population des staphylocoques dorés, qui entraîne effectivement cette situation de déséquilibre et de dysbiose au niveau cutané. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Aujourd'hui, il y a des recherches qui ont été faites pour pouvoir donner des probiotiques par voie cutanée. Ce n'est pas facile de trouver la technique qui permet de mettre des probiotiques sur la peau, parce que la peau, c'est des bactéries qui sont vivantes et que généralement, les bactéries qu'on connaît, elles se développent surtout dans l'intestin, elles sont anaérobies. Et trouver le moyen de pouvoir avoir des effets probiotiques, il faut faire des lisas des bactéries probiotiques pour pouvoir le faire. Donc, il y a une bactérie qui a été très étudiée, c'est la Lactobacillus pentosus, et qui a été lysée en lisabactérien. Et on va appliquer des fragments probiotiques qui va permettre une bonne stabilité et une bonne efficacité sur le microbiote cutané. Ce lisa s'appelle le Lactobacillus ferment lysate, et on va l'associer avec d'autres ingrédients. Il a été démontré par beaucoup d'études que ça permettait de rééquilibrer le microbiote cutané, et on va donner en plus un prébiotique qui est l'alpha-gluco-oligosaccharide, qui va protéger ce microbiote, éviter la dysbiose et stimuler la production des peptides. Donc ça, c'est un produit qui va pouvoir être utilisé en associant également du LPCA qui va permettre de fortifier la barrière cutanée et restaurer l'effet barrière en réduisant la perte en eau
au niveau cutané. Des dysfonctions chroniques pour en terminer. Ça va jouer premièrement sur les dysfonctions chroniques sur traiter à la fois la dysbiose intestinale et le stress. Alors la dysbiose intestinale, vous savez que s'accompagne de perméabilité intestinale qui vont entraîner ce que les spécialistes appellent aujourd'hui une altération de la symbiose entre le microbiote et l'hôte. Ça veut dire souvent de l'oxydation de l'organisme, de l'inflammation de bas grade de l'organisme et évidemment l'hyperperméabilité intestinale. L'altération de la symbiose du microbiote, eh bien, on va pouvoir la traiter avec un certain nombre d'éléments pour mettre un modèle alimentaire qui va être le plus adapté. En règle générale, s'il n'y a pas d'irritation de l'intestin, on proposera une alimentation de type méditerranéen, de type traditionnel marocain, c'est ce qu'on appelle l'alimentation anti-inflammatoire, et puis des probiotiques. Et celui qui est le mieux adapté à la situation, il s'appelle l'Actibiane Tolérance, parce qu'il a des effets sur l'inflammation, il a des effets sur la perméabilité. Donc, dans des situations comme ça, c'est ce qu'on va faire. On a récemment refait des études sur l'efficacité du Actibiane Tolérance sur la perméabilité intestinale, et on a eu des résultats très, très positifs qui ont été publiés dans des journaux de référence. Compléter le traitement de l'altération de la symbiose, c'est par exemple la possibilité d'intervenir sur l'inflammation et sur l'oxydation. Et nous avons un produit qu'on utilise très très fréquemment qui sont des substituts à base d'algues, Porphyra umbilicalis, dans un produit qui s'appelle le Protéochoc. Et ça, on le donne très souvent dans les affections cutanées. Et puis, on va donner, évidemment, de quoi restaurer les éléments cutanés et en même temps l'inflammation chronique, en donnant du DHA à concentration suffisante. Chaque capsule d'oméga-3 DHA délivre 250 mg de DHA total. Donc, le déficit en neurotransmetteurs, il faut y penser, puisque ça peut entretenir le stress. Et là, vous pouvez, pour ceux qui ont, vous vous souvenez, pour ceux qui ont fait un DU de micronutrition, avoir des questionnaires de l'IEDM, et notamment, on avait développé ce petit questionnaire extrêmement utile qui s'appelle le DNS qui récupère les données de la dysfonction dopamine, noradrénaline et sérotonine. Et en fonction de ça, on va pouvoir, dans les dysfonctions dopaminergiques, je suis fatigué le matin et j'ai tendance à me sentir surmené, on est plutôt sur les substituts à base de tyrosine, alors que si on est sur l'irritabilité, l'impatience, le grignotage sucré, on est plutôt sur une perturbation sérotonine avec le neurobian. N'oublions pas que les neurotransmetteurs ont besoin de cofacteurs très importants comme le fer et le magnésium, et pouvoir aller dépister un déficit en fer et dépister un déficit en magnésium est très important. Le corriger dans le protocole, ça va être également très important. Donc moi, je n'ai qu'une chose à souhaiter à la fin de cet exposé, c'est inviter, pour ceux qui ne l'ont pas fait, tous les pharmaciens ou les gens qui sont dans les officines pour venir à la prochaine session du DU d'alimentation, santé et micronutrition à Casablanca.
Et puis, pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce qu'est en train de devenir la médecine, la nutrition a fait son changement. On est passé de la nutrition à l'ancienne, calorique, énergétique, à la micronutrition et à la prise en compte des microbiotes pour l'impact de l'alimentation sur l'ensemble des fonctions. C'est un livre qui relate que de l'évolution de la nutrition à la micronutrition. Il y a la médecine de la maladie qui est en train de devenir une médecine de santé à la connaissance de tous les éléments que l'on a de l'ensemble des médecines traditionnelles. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, docteur Didier Chausse, pour la présentation. Vraiment, on a appris beaucoup de choses, surtout dernièrement pour le problème de microbiote au niveau de la peau. Nous, on ne savait pas. Donc, moi, je tiens à vous dire que j'ai fait également avec lui le diplôme universitaire de micronutrition, où j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, surtout, on est dans vraiment la prévention, alors que dans tout ce qui est allopathie, on est dans l'équilibre de la maladie. Donc, si vous moi, j'ai tout de suite une question pour les cofacteurs, des neurotransmetteurs. Est-ce qu'il existe la vitamine B9, enfin plutôt est-ce qu'elle existe en complément chez Pilège? Oui, elle existe en complément. En folate. Aujourd'hui, on a deux problèmes qui peuvent se poser pour les vitamines. Pour les vitamines liposolubles et hydrosolubles? Non, c'est des vitamines, des folates et des B9 et B12. D'accord. On a la possibilité de compléter pour tous les gens qui ont tendance à avoir une alimentation faible sur le plan micronutritionnel. Et là, vous avez des produits comme le Multibiane qui vont faire l'affaire. Et puis, on a de nouveaux produits que je vais probablement faire rentrer au Maroc, qui comprend des antioxydants anti-inflammatoires et qui contiennent de la B9 tétrahydrofollique, puisqu'il y a certainement une partie des gens qui ont des problèmes de perturbation au niveau génétique sur certains systèmes enzymatiques qui ont besoin d'avoir une vitamine B9 ou une B12 beaucoup plus disponible.